Donc en fait, moi, je suis fondateur de l'agence Ultra Noir. Donc au départ, je suis directeur artistique, puis après, bon, bah, donc en fait, nous, on a un atelier de création digitale. En fait, on est une agence d'une trentaine de personnes et on essaye de faire des expériences en ligne un peu différenciantes. Donc une grosse partie de notre travail, c'est quand même des sites internet ou des applications plutôt classiques. Et en fait, moi, je viens de la démocine, mais à une période assez éloignée qui est au temps de l'Amiga 500, si quelques-uns connaissent. Et en fait, quand j'ai créé l'agence, j'ai toujours été un peu nostalgique de cette période de création à partir du code. Et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum dans notre activité. Donc moi, je suis toujours émerveillé quand je vois des cubes tournés en 3D avec de la lumière. Mais maintenant, mon travail, moi, c'est d'aller voir des clients et de leur vendre ça, quoi, en fait. Donc c'est vrai que quand on montre ça à des clients, là, il y a un gap qui est beaucoup trop énorme pour lui, quoi, donc il n'arrive pas du tout à se projeter. Donc c'est pour ça qu'on a décidé chez Ultra Noir de faire ce qu'on appelle des cartes blanches, en fait, qui sont soit des projets internes, ou soit des collaborations, soit avec des artistes ou des musiciens, ou même déjà des sociétés, pour leur montrer le potentiel du WebGL et comment ils pourraient l'utiliser dans leur stratégie marketing, communication ou même business, en fait, quoi. Donc, alors oui, il y en a qui se reconnaîtront dans la salle. Donc en fait, en 2011, juste pour vous resituer par rapport à l'histoire de la création digitale, donc 2011, en fait, c'est l'année où il y a eu deux choses assez importantes. C'est que en fait, la technologie qui était utilisée pour la création digitale online, c'était Flash. Et en fait, en 2011, Steve Jobs a déclaré que lui vivant, jamais Flash ne marcherait sur ses smartphones et ses tablettes. Donc là, la technologie, elle est, en 6 mois, elle a totalement disparu. Et en 2011 est sorti un projet qui s'appelle ROM. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été codé par Mr. Do, je crois, principalement, quoi. Donc l'inventeur de FreeJS. Et donc ça a été un peu, pour nous, on s'est dit, bah, Flash est en train de disparaître et il y a cette technologie WebGL qui commence à émerger. Donc on s'est dit, nous, on veut aussi faire notre propre ROM. Et en fait, alors le problème à l'époque, c'était de trouver un programmeur WebGL sur Paris. Donc j'ai tapé WebGL programmeur Paris, quoi, et je suis tombé sur Cédric Pinson, donc, qui a créé Sketchfab par la suite, quoi. Et donc au départ, donc en fait, nous, on avait des process assez bien identifiés en comment un directeur artistique, on va dire multimédia, qu'on appelait un peu à l'époque, graphiste web, travaillait avec un intégrateur HTML ou un programmeur AS3 Flash. Pour le WebGL, on ne savait pas très bien où on mettait les pieds. Donc en fait, avec Cédric, je pense qu'on a fait 2-3 croquis sur un bord de table, quelques intentions graphiques, dont celle-là. Et puis après, bah, c'est lui qui s'est un petit peu débrouillé par lui-même, en fait. Je ne sais pas si tu veux montrer. Alors, on va vous montrer l'exemple en ligne. Alors le site là il date de 2011, on avait fait un petit teaser. Donc en fait c'était aussi le départ de l'émergence des réseaux sociaux quand même. Donc il y avait pas mal de... Là on commençait à essayer de jouer avec les API des réseaux sociaux. Donc là l'idée c'était de taper un hashtag et puis après en fait cet hashtag allait être... alors... Ah, on peut pas. Je sais pas si c'est trop fort. Le hashtag est utilisé pour récupérer des tweets qui sont donc matérialisés Donc en fait, là, il n'y avait pas vraiment de but, on va dire, à cette... là, c'était vraiment dans l'esprit démo tel qu'on l'avait sur Amiga ou après sur PC, quoi, en fait. Donc là, c'était vraiment de créer un univers graphique un peu surréaliste, en fait, quoi.
Et puis en fait, vous avez des objets qui, dans cette scène WebGL, transportent les tweets et les lâchent sur l'airport qui était symbolisé par une statue. Donc là, quand même, l'idée, c'était de pouvoir montrer qu'on pouvait changer de vue. Donc là, par rapport, on pouvait avoir des caméras embarquées à l'intérieur de chaque différent transporteur, en fait, qui était la montgolfière, le zeppelin, un biplan et des ballons, quoi, en fait, quoi. Donc là, en fait, ce projet nous a permis déjà d'être identifiés dans la scène 3D WebGL sous navigateur. Et puis on a eu quand même pas mal de buzz et de communication autour de ce projet. Alors après, techniquement, je ne pourrais pas trop en parler. Je sais que Cédric avait pas mal peiné à l'époque sur, le rendu typo. Et donc ça, effectivement, en 3D, c'est toujours un peu une problématique, même si je vous montrerai un exemple à la fin. Ça s'est amélioré. Et surtout, un problème qui m'a l'air récurrent, c'est le rendu de nuages en 3D, quoi, en fait, quoi. Donc, voilà. Donc, 2011. Donc là, il a fallu attendre 3 ans. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 3 ans? Il y a eu un événement dans l'univers du web design et de la création digitale. C'est grâce à Microsoft, hein, merci. C'est le flat design, en fait. Donc, en fait, le flat design, c'est toute cette tendance qui est apparue en premier avec l'OS de leur mobile, en fait, qui est vraiment un design d'interface qui a un mérite énorme, c'est d'être très clair, très efficace, très orienté utilisateur, mais pour le coup où vraiment on a travaillé sur un plan vraiment en 2 dimensions et où le propos n'avait absolument pas de profondeur. Donc le flat design a vraiment servi dans tout ce côté fonctionnel, utilisateur, efficacité, recherche dans l'information, mais on avait perdu un peu… en fait, et retrouver le côté un peu créatif des sites Flash. Voilà, alors c'est vrai que dans les sites Flash étaient arrivés… Des expériences, quoi, des expériences interactives. Voilà, alors je vais peut-être revenir un peu avant et me présenter rapido. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans chez Ultranoir. Je suis développeur web et je suis aussi vidéo jockey. Et je connais en fait, j'ai des relations depuis longtemps avec un groupe de vidéo jockeys d'Emocène que Cédric Pinson aussi connaît, je pense, D-Labs. Voilà. Et donc j'étais assez sensibilisé à ces technologies et l'exemple de Nouvelle Vague m'avait beaucoup frappé et c'est une des raisons principales qui m'ont poussé à postuler chez Ultranoir. Il se trouve que quand je suis arrivé, il venait de sortir un proto WebGL avec un créatif développeur, voilà, Nathan Gordon, qui avait fait en fait, il avait utilisé le Leapmotion pour faire une montre en 3D qu'on pouvait éclater avec le Leapmotion, etc. Donc il y avait déjà un petit proto et en tout cas une envie, quoi, parce que ce développeur, il avait aussi une formation de 3D et d'animateur. Et donc en arrivant, on a parlé, JB m'a parlé de faire une collaboration avec un artiste, illustrateur et musicien qui s'appelle Macbeth, qui a un univers assez développé. Alors en fait, c'est un Français en fait, qui est un illustrateur à Londres. Donc lui, il a fait la dernière campagne Deezer, enfin il marche pas mal. Et en fait, il a un univers de cartoon des années 20, passé à une moulinette, on va dire hardcore, quoi, en fait, quoi. Donc en fait, ce qu'il fait aussi comme activité, c'est qu'il customise des objets. Donc lui, on lui a parlé d'un projet comme ça interactif. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de partir d'un des objets qu'il avait créé assez symbolique. Alors, voilà, et l'idée était aussi de faire la promotion de son dernier disque, donc, parce qu'en fait au moment où je suis arrivé, le premier jour, c'était la sortie de ce disque, et donc l'idée c'était de lui proposer une expérience autour de ça, de la customisation d'objets, son univers visuel assez riche et sa musique. Alors tout en sachant qu'à chaque fois, ces prototypes nous servent après de support pour justement au niveau business aller voir des clients pour leur dire voilà ce qu'on peut faire en WebGL, quoi. Voilà, donc après les premières rencontres où il nous a en fait donné carte blanche, on a commencé à faire des itérations de storyboard. Qu'est-ce que je vérifie à montrer le storyboard? Oui. Non. C'est raté. Attends. Pardon.
Alors, le story. Ouais. Voilà. Donc oui, justement pour le process de travail, en fait, par rapport à ce qu'on faisait d'habitude dans le web design, là c'est un processus qui va plus se rapprocher finalement de création de l'animation, du jeu vidéo, de la vidéo même. Parce qu'en fait dans le web, avant, voilà, quand on est dans la création digitale traditionnelle, on fonctionne avec ce qu'on appelle des wireframes, c'est-à-dire des zonings de différents stades. Et là en fait, ça a été aussi un apprentissage pour la partie création, de finalement décrire un objet digital, un site internet en fait, par étape, avec les différentes interactions, avec un timing, avec un storyboard quoi, en fait, quoi. Donc on l'a affiné ensuite en fonction des choix techno et de ce qu'on avait déjà mis en place. Et là, on a quelque chose de vraiment détaillé et qui nous a servi donc à réaliser toutes les animations du site. Et en fait, on a fait beaucoup d'allers-retours avec les créatifs en fonction de l'évolution du prototype et l'évolution de la créa, etc. Par exemple, là, c'est une vue qui n'a pas été retenue. Oui, parce qu'à chaque fois, en fait, ce que les créatifs ne savent pas, c'est en gros combien de temps ça prend de programmer en WebGL, quoi. C'est-à-dire, il peut avoir une super idée en disant « ouais, j'ai imaginé un effet, etc. » Et puis nous, des fois, en fait, on est surpris par la rapidité, comme on l'a vu dans le live coding. On peut avoir très vite des résultats graphiques quand même assez impressionnants. Donc on se dit c'est rapide, quoi. Et puis certains effets peuvent demander peut-être 2 semaines de boulot, quoi. Donc il y a toute une culture comme ça à mettre en place entre des créatifs et des programmeurs WebGL, quoi. Voilà. Et on va peut-être faire la démo. Donc à ce moment-là, on avait aussi dans l'équipe, enfin sur les 3 projets qu'on va voir, en fait, on avait un sound designer. C'est possible de monter un peu le volume en régie? Merci. Voilà. Donc ça, c'est un des objets qu'il avait customisé en fait en réel. Donc ce que je trouve toujours intéressant, c'est aussi de repartir du réel, de trouver une histoire en fait qui va commencer dans le réel et qu'on va continuer dans le virtuel, quoi. Donc il avait acheté un vieux gramophone comme ça Opus qu'il avait entièrement recustomisé avec ses illustrations, quoi, en fait. Et on est parti de là et ensuite vous verrez la fin de l'histoire, on a bouclé la boucle avec le monde réel, avec l'impression 3D. Nous, c'est comme ça. Ce qui est hyper intéressant dans le WebGL et dans la 3D, c'est le pouvoir que ça donne à l'utilisateur, en fait. Je trouve qu'actuellement, enfin, vous le verrez après, en fait, je trouve qu'une des vertus du web qui a été créée, c'est vraiment cette notion d'interactivité. Donc tout ce qu'on essaye de montrer avec ces différents protos, c'est toutes les interactivités qu'on peut donner à l'utilisateur pour finalement jouer avec une interface, quoi, en fait. Donc qui est dans le cône du gramophone avec ce tunnel. Il y a 3 parties de l'expérience qui sont indiquées par le menu. Donc vous entendez, il y a un effet sonore quand on lance le menu, donc c'est un filtre basse-bas. Le son change aussi en fonction de la position dans la scène 3D. Bon, techniquement, on n'est pas passé par la voie annoncée pour faire du son spatialisé. On a utilisé un filtre aussi. Je trouve qu'au final, en fait, l'idée c'était quand même mais on sent se rapprocher de la spatialisation du son, quoi. Une relation quand même spatiale avec le son. Et un peu le clou du spectacle, c'est la possibilité de jouer et de déclencher des animations en même temps. Il y a pas mal de temps qui a été passé sur. L'idée c'était de créer justement son propre keyboard, où aussi à travers du son ça match avec le morceau, mais en même temps ça fasse des effets graphiques un peu dans l'univers cartoon de Macbeth. Bon là on a mélangé, enfin là par exemple on a réenregistré du son pour ça avec une guitare. Donc, grosse utilisation du web audio aussi sur ce projet. La possibilité d'acheter l'album sur Bandcamp et une petite explication sur la technologie pour remettre les choses en contexte.
Il y a aussi effectivement je ne sais pas si c'est une problématique technique, mais le fait de mélanger des parties en 3D avec des parties en HTML, CSS plus traditionnelles. On va vous passer un peu les... Ouais, donc ça, c'était les technologies utilisées sur le projet. Donc, ce projet, quand je suis arrivé, on n'utilisait pas encore de module, de système de modules JS à Ultranoir. Et le fait d'utiliser Require.js a vraiment aidé à découper le projet en différentes parties. Par exemple, il y a un module qui s'occupe de l'équation pour tourner la manivelle. Il y a un autre module qui s'occupe du son pour envoyer la distance au filtre sonore. Voilà. Mais les principaux outils qu'on utilise, c'est vraiment GreenSock et Three.js. DatGUI pendant la création et le web audio. Il y a aussi une partie en SVG au début, donc sur l'intro, mais c'était assez mineur et Node.js finalement sur ce projet, on s'en est pas beaucoup servi, on s'en est plus servi sur ceux qui arrivent, mais quand même pour le build final et voilà, la concaténation des fichiers en fin de projet. Passons cet écran. On s'est aussi servi de l'éditeur Three.js pour tester nos textures. Donc il est assez basique mais assez pratique. En fait, on arrive assez vite à se rendre compte de ce que donnent les textures, quoi. Et les positions, les lights, etc. C'est assez versatile. Et donc ça, c'est ce que j'évoquais à un moment, en fait. Donc l'étape 1, c'était effectivement de s'inspirer de l'objet réel de Macbeth. Ensuite, on l'a numérisé, puis animé, fait toute une expérience avec. Et en fin de projet, on s'est dit que ça serait trop bête de ne pas l'imprimer en 3D et faire une exposition avec lui, vu que sa galerie préférée était à côté de nos locaux, etc. Et on s'est dit qu'on allait essayer. Et en fait, ça a fonctionné assez rapidement, quoi, le fait d'exporter nos objets et de les adapter à l'impression 3D. Donc on a pu lui faire customiser un modèle et faire une expo, un vernissage avec une installation de l'expérience. En tout cas, ce type d'histoire, en fait, ça fonctionne très bien, mais quel que soit le client, parce que finalement, on parle du réel, on repasse par le digital, et finalement, on revient avec dans le réel avec de l'impression 3D. Donc, la boucle est bouclée. Voilà. Bon, ça, c'est 2-3 photos de making-of. On avait affiché le storyboard dans le bureau et ça nous aidait pas mal à être motivés et à rester tous concentrés là-dessus. En fait, dès qu'on pouvait libérer du temps au dev principal ou travailler sur le projet, on le faisait, quoi. Voilà, mes photos de vacances, c'était bien. Donc le prochain projet sur lequel on a travaillé en WebGL, en fait, c'est avec Gabriel Yared, qui est un compositeur de musique de film. Donc en fait lui il sortait un nouvel album et en fait il voulait créer un clip, on va dire, mais un clip vidéo. Au lieu de faire un clip vidéo traditionnel, l'idée c'était de faire un clip vidéo interactif et dont la représentation visuelle serait en gros générée à partir du son, quoi. Voilà. Et en fait il nous a laissé carte blanche, il était assez ouvert aux propositions. Et on est parti sur le real time, quoi. Ce qu'on remarque quand même sur des projets comme ça en WebGL, etc., c'est vrai que la notion de carte blanche, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, est quand même hyper importante, dans le sens où chaque projet, on ne sait pas exactement où on va, on a beau storyboard, etc., on ne sait pas combien de temps ça nous prendra, et on a quand même besoin de toute cette liberté de création, quoi, en fait, quoi. Voilà. Alors pareil, storyboard. Et en fait, donc sur le précédent sur Over the Hills, on avait fonctionné que en JavaScript parce que voilà, on est une agence web et que c'est notre techno par défaut. Et sur celui-ci, j'ai voulu collaborer avec D-Labs qui a donc fait un moteur de 3D temps réel plus destiné à du média serveur. Donc là, on voit un screenshot de l'interface. Enfin voilà, je peux présenter un peu plus leur workflow, mais en tout cas ils ont des workflows très rapides pour la création vidéo,
puisque c'est du temps réel en fait. Et c'est vraiment au final, leur moteur sort des passes de rendu et des gros blocs de shader. Et l'idée, c'était de voir si on pouvait récupérer les résultats de leur moteur et les afficher en WebGL. Donc on a réussi, ça n'a pas été évident du tout. On a récupéré le code passe par passe de rendu, mais ça nous a fait gagner énormément de temps en prototypage, puisque entre le moment où on avait fait le premier storyboard et le moment où on avait une vidéo avec un résultat, on avait quand même fait pas mal de moodboard, etc. Mais la vidéo, elle a été produite en 3 jours en faisant un workshop au bureau. Ouais, ah oui, exact, tu voulais montrer ça. Pardon. Voilà, donc ça c'était une petite capture des écrans avec ce mode qui tourne, enfin Fusion. Diffusion, il s'appelle. Ce logiciel a changé plusieurs fois de nom, j'ai du mal à suivre. Et ça, donc c'est juste un aperçu vidéo, donc c'est quand même calé sur la musique. Et c'était avant l'import en WebGL, ça. Donc ça, c'était un fichier .move. Et associé à ce fichier, on avait donc les passes de rendu avec Vertex Shader, Fragment Shader pour chaque passe, à réimporter dans 3JS, qui n'est pas spécialement très réceptif à ce genre de choses. Donc on a dû le forcer un petit peu gentiment. En plus, il y avait des différences de normes puisque eux, ils étaient en OpenGL 3. Voilà. Je vais vous montrer le site. Et donc au final, ça donne ça. Je bouge ma souris dans tous les sens pour bien montrer que c'est du temps réel, mais c'est plutôt contemplatif. Et donc bon, l'idée c'était de garder une narration assez linéaire et de faire vraiment une démo quoi, de A à Z avec peu d'interaction. Il y a un petit peu de son au fond, d'analyse de Fourier sur un des matériaux. Et voilà, l'effet sonore il est plutôt sur le menu. En fait, il y a 2 pistes qui sont coupées et puis d'autres avec une reverb. Mais l'idée c'était vraiment de faire une interactive musique vidéo quoi. Alors on a quand même mis quelques on va dire, paramètres pour pouvoir personnaliser un peu, de jouer un peu avec les paramètres graphiques en fait de l'expérience. Voilà. I speak with broken words stuck in my throat, and when I smile it hurts. My blood is cold because of one thing.
Donc à la fin, à la fin finalement, c'est quand même, ça reste la même scène, mais c'est un kaléidoscope avec un autre point de vue. Bon, voilà. Il y avait aussi des parties informatives dans ce site, donc ça peut cohabiter avec de l'information. Mais, Et donc le dernier projet sur lequel on a travaillé qui est en ligne, c'est Timeshift 165 en fait. Là, l'idée, c'est qu'on voulait créer un jeu sous navigateur et qui soit en gros deux choses, un peu un hommage à Outrun, qui était un peu le jeu des années, un des premiers jeux, on va dire, de voitures assez sympa qu'on trouvait sur les arcades. Et puis aussi un peu au design français. On aime bien mixer un peu des choses assez nouvelles, assez innovantes, et puis aussi des choses qui font partie de notre histoire. Et donc en fait, il y a une marque française qui s'appelle Delahaye, qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui faisait des voitures absolument incroyables, quoi. Et en fait, cette Delahaye 165 a été construite à un seul modèle. Donc pour échapper à la Seconde Guerre mondiale, a été envoyée aux États-Unis et a été bloquée à la douane et a été totalement oubliée, quoi. Et en fait, il y a un milliardaire américain qui l'a retrouvée 30 ans après et qui a décidé de totalement la restaurer. Et nous, on voulait lui rendre un peu un hommage au niveau digital. Donc là, comme c'était un jeu, en fait, la Outrun, alors là, on était obligé de mieux préparer les choses. Donc je vous montre juste deux petits écrans, mais de dessiner tout le circuit d'abord à la main, quoi, en partant du sketch. Et puis de commencer à travailler un peu sur les différents univers du jeu. Donc là, c'est une petite planche qui montre les différents univers du jeu. On voulait un univers, parce que la Delahaye est rouge, mais un univers normal en fait pour une vitesse normale. En fait, il y a la possibilité d'accélérer. Donc là, on voulait aller dans un mode un peu Tron, à la Tron. Et il y a possibilité de ralentir. Et là, c'est le mode Snow, quoi, en fait, quoi. Donc là, je vous montre vite fait. Donc là, c'est en fait, donc on l'a remodélisé entièrement en 3D à partir de photos, de choses comme ça qu'on a pu récupérer. Donc là, en fait, donc dans la chaîne de production, il y a un directeur artistique, il y a un artiste 3D, et puis après, il y a la programmation WebGL. Je vous avoue qu'on est toujours en train de travailler sur comment un 3D artiste passe ce qu'il a fait pour que ça soit facilement utilisable par un programmeur WebGL, quoi. Parce que là, cette voiture, elle doit faire, je sais pas, 1 million de polygones ou un truc comme ça. Donc effectivement, quand on l'a importé pour la première fois, il y avait quelques petits problèmes de performance. Donc, hop. C'était plus une photo de making-of. Mais effectivement, on est obligé de réduire le nombre de polygones, de passer. Enfin, donc les deux expériences qu'on a montrées avant, elles marchaient en mobile. Enfin, Yaren, elle ne marchait pas en real time, mais en tout cas, il y avait une version mobile. Donc, on fait des choix d'optimisation à ce moment-là. Attends. Est-ce qu'il faut sortir ? Je fais un refresh. Ouais. Donc ça, c'était enfin, je fais un refresh quand même pour montrer l'intro. Donc ouais, voilà, on travaille toujours sur le lien entre les 3D artistes et les assets définitifs qui doivent être vraiment très optimisés. Là, par exemple, la voiture pendant le jeu, elle n'a pas d'avant parce qu'on n'en avait pas besoin. Et ça nous a bien aidé. Donc en fait, on avait proposé 2 modes en fait, pour jouer à ce jeu. C'était un mode par le clavier et ce qu'on voulait aussi tester, c'était les multi-devices en fait. Donc là, il y a une possibilité de se connecter au site avec son mobile. Il y a une synchro par WebRTC. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'on utilise vraiment son mobile comme un pad, quoi, en fait, comme une télécommande pour pouvoir jouer au jeu. Donc là, on va passer plutôt devant. Donc il y avait alors ça, c'est pas du WebGL, ça c'est une vidéo d'image exportée d'une vidéo. Donc c'était pour la reveal. Donc là, on avait fait toute une partie où il faut s'entraîner, etc. Maintenant, je sais pas si je vais arriver à jouer avec. Donc là, là c'est le jeu sous navigateur. Tout est en temps réel. Il y a des événements sonores aussi, la musique est jouée en web audio. Tout est en temps réel. En bas, vous avez le. En fait, l'idée, c'est de. Et donc là, donc ça, c'est justement le passage entre mode futur, enfin rapide, quoi, Tron, où là, j'accélère.
Et donc, puis un l'idée, mode c'est snow d'échapper où à là je ralentis quoi, en fait. Donc en fait le gameplay il est assez simple, il est basé sur l'accélération et la décélération, tout en sachant que le but c'est de parcourir la distance en moins de temps possible quoi, en fait, quoi. Fais-toi rattraper peut-être. Parce qu'en fait le but c'est d'échapper à l'oubli. Donc l'oubli est symbolisé par un espèce de vide qui ressemble à la transition, là, enfin le shader de transition entre les différents modes. Et on peut se faire rattraper. Non, là il va pas se faire rattraper, il est trop loin. Et donc l'oubli peut. Enfin pour perdre, il faut. Ouais. Voilà, donc ça c'est l'effet. L'effet quand on est tombé dans l'oubli, tu peux. Donc en fait, ça, c'est un jeu qu'on a lancé en ligne où il y a eu, je sais pas, peut-être 5000 participants ou quelque chose comme ça. Ça a plutôt bien marché. Donc après, en fait, il faut finir le jeu pour voir effectivement, il y a toute une partie sur les meilleurs 165 conducteurs, etc. Donc là, c'est un peu le making of, quoi. Donc on a fait des protos, on s'est pas mal amusé, etc. Maintenant, ce qu'on constate actuellement sur le marché, c'est que beaucoup de gens parlent du WebGL, il y a plein de protos qui vont dans tous les sens, beaucoup de démocines, on voit des shaders, des choses comme ça. Maintenant, nous, on a pris notre bâton de pèlerin. Et en fait, l'idée, ce qu'on fait actuellement, c'est d'aller voir les marques et de leur expliquer pourquoi il faut utiliser cette technologie, quoi, en fait, quoi. Donc en fait, on a créé le meilleur support, c'était de créer un magazine online qui s'appelle Z, en fait. On a mis un peu, parce que c'est Join de 3D Revolution. Donc juste pour vous montrer, tac. Ah ouais, c'est bon. Tac. Donc ça, c'est un magazine pour le coup qui n'est pas en WebGL, hein, c'est vraiment en HTML tout simple. Donc on a essayé de trouver un peu des slogans autour de la 3D pour animer un petit peu tout ça. On commence un peu à parler de WebVR aussi parce qu'on imagine que forcément tout ce qui est VR, c'est un gros potentiel pour la 3D. Il y a aussi un peu une dimension, je dirais pas politique, mais c'est-à-dire que, voilà, en fait, on voit que les marques, leur rapport avec les utilisateurs actuellement est basé à 90% sur les réseaux sociaux. Et ce qu'elles attendent d'elles, c'est qu'elles like ou qu'elles retweetent, quoi, en fait. Et nous, on se dit que quand même, tout ça n'a pas été créé uniquement pour attendre juste que l'utilisateur appuie sur ce fameux bouton like, quoi. Donc, il y a quand même un peu... Alors, sur ce magazine, en fait, au départ, quand on l'a lancé, on s'est dit on va commencer... c'est beaucoup basé sur les interviews d'experts pour savoir ce qu'ils pensent du WebGL, de son futur, comment on pourrait utiliser cette technologie. Aussi sur toute une partie showcase, forcément, montrée par l'exemple. Et puis après, des articles aussi simples que sur quel support fonctionne le WebGL. Parce qu'un client, en fait, il va dire « Ok, mais ça marche où? On peut faire quoi avec? Et ça coûte combien ?» quoi. Donc en fait, on a écrit aussi un petit manifeste, en fait, tout simple, mais qui montre globalement pourquoi on utilise le WebGL. Donc en fait, voilà, tac, c'est plutôt celui-là. Donc il y a un petit peu d'histoire et puis de montrer que finalement... plus de profondeur, quoi, des expériences plus abouties que... Plus de profondeur à la réalité, lier l'utile au créatif, donc plus de détails. Il y a beaucoup d'exemples justement sur Sketchfab où on montre des produits. Plus de profondeur, il y a le New York Times qui commence de plus en plus à produire de contenu WebGL pour justement donner une profondeur au récit. Bon, plus de sensations et d'expérience, on l'a vu, plus d'interactivité, plus de ludisme, plus de beauté, enfin mieux, quoi. Tac. Ok. Et puis... Donc voilà, donc en fait le blog, on fait aussi un appel à contribution, hein, si vous voulez participer, écrire, être interviewé, etc. C'est avec joie, quoi. Et donc le prochain projet, en fait, donc c'est un projet Star Wars, en fait, où on refait la bataille de Hoth, en fait, dans le navigateur. Donc là, donc c'est j'ai toujours des super briefs. J'adore mes briefs.
Et donc en fait, comme tout fan de Star Wars, je pense que le meilleur épisode c'est Empire Strikes Back, et qu'une des scènes mythiques de Star Wars c'est vraiment la bataille de Hoth. Donc là un petit visuel de teaser. Donc là aussi on en a profité pour un peu faire évoluer notre chaîne de production. Donc il y a un outil qui s'appelle Goo. Et en fait, ça, c'est pour faire du WebGL, mais sans programmer, quoi. Donc maintenant, nos directeurs artistiques, on va dire, prototypent en WebGL via cet outil, quoi. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le... Attends, où est-ce qu'il est mon curseur ? Le 3D artiste, au lieu d'utiliser Blender ou autre, il peut voir le résultat directement dans le navigateur, et pour nous, ça nous permet de récupérer les animations plus facilement. Donc là, en fait, le directeur artistique, c'est lui qui a fait ça, en fait, quoi. Donc ça, c'est du WebGL. Alors, je ne pense pas que ça soit facilement exportable directement. On peut pas le récupérer directement en SriJS, mais en on peut récupérer des parties. Ouais. Mais là, ça nous permet déjà de tester un peu les caméras, les cinématiques, le flow, l'ambiance un peu générale. Donc là, pour l'instant, on en est vraiment qu'au tout début, quoi. Donc là, c'est poser les éléments, c'est importer déjà les objets mythiques de la scène en 3D, et puis commencer un peu à s'amuser avec, quoi. Donc en parallèle, en fait, il y a donc là un programmeur. Attends, je suis pas doué. Et donc là, il y a la partie 3D artiste donc, qui travaille maintenant directement avec vous. Ça permet quand même aussi de valider certaines choses. C'est est-ce que les objets ont trop de polygones, etc. Parce qu'on voit tout de suite si ça rame ou pas, quoi. Et donc là, il y a une partie plus. Alors donc là, on est en train de coder la partie instruction. Et puis là, en fait, là c'est la partie WebGL, mais là avec un programmeur WebGL. Donc là, c'est du work in progress, c'est les premiers protos. Mais là, on peut voir un peu comme dans quelques, on va dire peut-être dans 2 semaines, les deux parties vont commencer à se fusionner. Et là, on va arriver avec la fluidité de la programmation WebGL, on va dire sur mesure, et l'ambiance qui a été d'abord fait avec la partie 3D. Donc, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Félicitations, vous êtes excellent, comme toujours, hein, depuis longtemps. Moi, je vais faire le casse-couille de Microsoft. Donc, j'avais envie de tester certaines de vos scènes sur mon navigateur préféré. Oui. Vous utilisez FreeJS, du coup, et puis il y a des trucs qui pètent du coup direct sur le mien. En fait, à cause d'extensions qui ne sont pas supportées, donc c'est en partie de ma faute. Voilà. Ouais. Mais aussi de la vôtre, parce que du coup, sur le blog où vous faites la promotion, c'est une super bonne idée du coup de faire la promotion de WebGL sur la 3D. En plus, vous l'illustrez super bien. Et justement, il y a une partie qui dit le support des navigateurs et tout. Donc, je pense qu'il faut qu'on discute ensemble après, savoir comment faire. Oui, nous on est prêts à ce que ça marche partout. Ah ouais, et sur le blog aussi. 11, c'est ça, non ? Le blog, quel genre de contribution quel genre de contribution vous attendez ? Parce que je pense que... Nous, ce qu'on cherche surtout, c'est un message de vulgarisation, quoi, en fait. C'est des personnes qui sont capables de faire le lien entre tout ce qu'on a vu au niveau programmation, etc., et un client. Parce que, voilà, on va dire, nous, nos cibles, en fait, c'est déjà l'utilisateur final, monsieur tout le monde, quoi, et puis les gens qui travaillent pour ces gens-là, quoi, en fait. Donc, c'est des directeurs marketing, des directeurs de communication, etc. Et c'est vrai que dès qu'on leur parle shaders, machin, on les a déjà paumés. On fait la publicité, donc l'idée, c'est de faire des expériences
plutôt que... Et puis nous aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire qu'avec ces expériences, un peu tout ce que le WebGL peut proposer, on offre des expériences quand même qui sont enrichissantes pour l'utilisateur. Quoi, en Voilà. fait. Après, C'est tout ce qu'on moi a j'ai rien vu, contre sur- Internet Explorer, pas de souci, ni Babylon.js, on peut très bien faire un article dessus Ouais. si c'est opportun. Ouais. Euh, Mais même travailler avec vous, parce que maintenant- ce qui était intéressant dans ce que vous disiez, combien vous êtes en général, il y a quoi, un artiste 3D, un Il y a- dev et un Alors nous, on est, DA, déjà, on est une petite équipe à la base. 2 devs. Donc il y a deux devs et puis c'est des équipes, à chaque fois les projets que vous avez c'est vus, assez c'est des restreint, ouais. équipes entre 3 et 5 personnes Et maximum. vous avez quoi. des artistes 3D chez vous Oui. ou c'est On en a un en fait. Ouais. Un. Ouais, vous en prenez soin comme On effectivement. en prend soin, on l'aime bien. Mais- Mais ou par exemple sur Yaren Yared, on a pris donc des gens externes, des artistes et des techniciens externes, et on a fait une collab. Donc, Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie où vous dites à un moment donné, vous êtes un Ouais. peu en galère sur bah, en fait, le ouais, passage pour de récupérer l'un à l'autre. les- Qu'est-ce qui vous manque comme, En comme fait, outillage aujourd'hui là, c'était pour- assez compliqué parce que déjà le logiciel, il est pas diffusé, c'est un logiciel custom on peut pas encore acheter la licence quoi. Il sort des shaders DirectX qui sont en OpenGL 3 et nous on voulait les faire rentrer dans 3JS en WebGL 1. En gardant des perfs corrects. Donc il y a eu pas mal de... Donc une fois les exports faits, on a eu pas mal de boulot de restructuration. Par exemple, les structs n'ont pas le même niveau d'imbrication entre les deux normes. Il fallait récupérer la matrix view correctement, etc. Cette étape-là, on l'a faite avec nos partenaires sur le coup. Et une fois qu'on a eu tout bien fait, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas avec Angle et qu'on l'avait pas anticipé. Et donc on a contourné ça comme on pouvait avec une capture vidéo. Maintenant, c'est sûr, on s'y est pas forcément bien pris. C'était un peu un essai et puis il y avait Non, pas. non, mais c'était Non, mais voilà. Enfin, en tout Non, cas, mais c'était en dans fait, une ce qui- démarche ce qui- En créative tout et cas, d'essai quoi. Parce qu'en fait, moi souvent quand je vais démarcher pour WebGL, j'ai exactement ce que tu disais qui était ça marche sur quoi, etc. Et c'est quand même super compliqué de réussir techniquement à se lâcher sur des effets, mais que ça marche vraiment partout. Et aujourd'hui, du coup, à la limite, le desktop, les gens s'en foutent de plus en plus, être sur le mobile, quoi. Donc, Mais ça dépend des supports sur Over the Hill. En fait, on l'a fait tout fonctionner dépend sur de mobile. la stratégie qu'a la marque. Quoi. C'est-à-dire que même si on a des projections en 2020-2025 de l'utilisation du desktop par rapport au mobile, forcément le mobile va prendre 90%. Mais ça ne veut pas dire, parce que les gens sont 90% sur le mobile, qu'ils ne sont plus sur le desktop. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que si la personne va sur son desktop et va faire l'effort d'aller sur Internet, alors je ne sais même pas si ce sera encore Internet, tout ça, mais en tout cas, là, on lui offre une expérience qui est vraiment différenciante, parce que sur le mobile, il s'en fout de l'expérience, le mec. Quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit hyper efficace, etc. Donc, on voit des démos WebGL qui tournent sur mobile, et ça, franchement, j'y crois pas des masses. Quoi. T'as ton téléphone quoi Non. Parce que... Non. Ok. Bon, c'était juste parce que Over the Hills, le projet avec Macbeth, on l'a fait fonctionner sur mobile et c'était un des premiers projets à fonctionner sur iOS 8. Maintenant, c'est vrai que sur une taille d'écran comme ça, c'est difficile de faire de l'immersif. Par contre, ce qu'on donc, voit, c'est que la chaîne 3D reste quand même assez coûteuse par rapport à une chaîne digitale traditionnelle. Et là, c'est vrai qu'avec des softs comme Goo, etc., on commence à alléger un petit peu cette chaîne. Parce que les budgets des projets digitaux, ce n'est pas ceux du jeu vidéo, quoi, en fait, quoi. Donc forcément, on ne peut pas dire aux gars, voilà, il nous faut 300 jours de dev pour programmer un truc, ça passera jamais. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que la dernière personne qu'on a embauchée, c'est quelqu'un qui vient d'Ubisoft, donc qui vient du jeu vidéo, mais qui est intéressé par le online, en fait. Ouais. je vais poser deux autres questions après. C'est le point d'échange vraiment entre les devs C++ et web, quoi. Ouais. C'est intéressant. Ah, ça, c'est super intéressant. Ouais. Du coup, j'ai deux questions pour finir, je passerai la main. Vous utilisez quoi comme modeler aujourd'hui, comme outillage? Et pour Star Wars, en tant que fan de Star Wars, j'imagine que c'est un projet où vous avez la licence, vous avez récupéré... c'est pas top secret puisque vous le présentez aujourd'hui, j'imagine. Mais comment ça se passe ce projet-là? Star Wars, pour l'instant, on vous a juste montré le making-of. Après, vous verrez, je pense que ça sortira dans 3 semaines.
Donc là, vous aurez tous les éléments de communication en main. Sûr. Non, pas dans 3 semaines. Mais... Enfin, un mois et demi peut-être. Ouais, le 16 Enfin, décembre, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est en tout cas sortir 16 le décembre. projet 2-3 Sur semaines scène, avant la parfait. sortie de l'épisode 7. Puis en plus, comme Star Wars sort 2 jours en France en avant-première. Sur le 16 Donc, décembre. et puis après, pour les outils de... en fait, notre artiste 3D, il travaille Sur Blender en général. Blender, Et, ça nous est arrivé de louer la licence Maya quand on avait besoin. Mais, Maya, voilà. Cinema 4D un peu, mais c'est vrai qu'on a encore un peu de mal à trouver, je trouve. Enfin, moi, je vois du point de vue extérieur la chaîne parfaite de production de contenu 3D. En fait, c'est surtout le passage du pré-rendu au real-time, quoi. On n'a pas les mêmes contraintes de perf. Et du coup, c'est là où Goo, où l'éditeur SriJS nous aide pas mal, parce qu'on peut tester directement les objets et leur dire, bah voilà, t'as 1000 fois trop de polygones. Merci, reviens avec un objet plus simple. Voilà. Mais ouais, non, la licence, on verra. Je veux bien rendre le micro, il y a quelqu'un qui... Oui. En fait, vous avez parlé d'un logiciel depuis lequel vous prenez les shaders et le mettez et qui change de nom. C'est quel logiciel? Ouais, ce logiciel s'appelle D-Fusion et il est fait. Enfin, je pourrais vous donner la référence après, mais en fait, il est loué pour de l'événementiel. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore accessible au grand public. D'accord. Voilà, il est plutôt utilisé pour faire des installations de spectacles ou monumentales ou autres, mais comme je connais les personnes qui l'ont fait, on a pu collaborer avec eux avec ce logiciel. Et la société s'appelle D-Labs. Voilà, donc c'est à la fin de l'expérience, il y a leur nom puisque c'était une collaboration. Voilà. J'ai une petite question. Déjà, félicitations, parce que c'est vraiment impressionnant. Je vous laissais Romy, mais je ne savais pas qu'il y avait une initiative française en fait, qui s'intéressait d'aussi près au WebGL. Moi, c'est une question précise sur l'impression 3D, parce que j'ai vu que vous avez utilisé une imprimante du coup à dépôt de filament. Est-ce que vous avez été plus loin dans cette expérience d'impression 3D? Est-ce que vous êtes passé à la couleur? Alors on l'a pas refait et en fait donc on l'a fait que sur ce projet-là, mais c'était en frettage de poudre en fait parce qu'en filament c'était un peu trop long, on avait des délais super courts. On a trouvé un shop à Paris où ils sont hyper, enfin voilà, ils ont été très enthousiasmés par le projet. C'est dans le centre, on est allé là-bas et en discutant avec eux, on l'a fait assez rapidement. Donc le frettage de poudre, c'est un peu plus rapide et plus précis. Du coup, on a eu un rendu un peu comme de la pierre, en fait. Et il a été customisé par l'artiste avec lequel on avait collaboré juste avant le début de l'exposition, quoi. Vous l'avez peint alors, du coup? On l'a peint, exactement. On l'a peint. J'ai des photos de l'artiste en train de le peindre. Voilà, mais on a fait pile le temps. On pouvait pas tout montrer. Par contre, en ce moment, là, on est en plein scan 3D, quoi. Donc, on a acheté le sensor, là, structure.io, mais on peine énormément pour l'instant, les scans sont horribles, quoi. Mais bon. Et ces outils, ça permet normalement justement de faire un processus beaucoup plus simple, en fait, quoi. Mais on a beaucoup de mal. Moi, j'avais une petite question sur le contrôle en bougeant le smartphone. Je voulais savoir, parce qu'il y a pas mal de jeux WebGL qui proposent ce type de contrôle, notamment tous les jeux de vol. Je voulais savoir s'il y avait un gros pourcentage d'utilisateurs qui utilisaient ça par rapport à un contrôle clavier-souris. Sur le pourcentage... Ça, c'est vraiment de l'ordre de l'expérimentation, quoi, on va dire. Mais en fait, le gros frein, c'est la synchronisation, quoi. Je pense que si le smartphone pouvait se synchroniser, peut-être qu'on le verra avec tout ce qui est objet connecté et tout ça. Mais en fait, rien que le fait de rentrer il n'y a pas de solution miracle. Soit je rentre un code, soit je scanne un QR code, etc. Mais il y a cet effort, un utilisateur, dès qu'il doit faire un effort, en fait, on en perd énormément de pourcents, quoi, en fait, quoi. Donc là, je pense qu'il y a moins de 5% qui ont vraiment... Puis après, c'est vrai qu'on a été peut-être...
au maximum de ce qu'on pouvait faire, mais il y avait quand même un peu de latence en fait entre le gyroscope du un peu de latence, smartphone. Ça marchait pas de la même manière avec tous les smartphones en fait. Ça marchait bien avec certains smartphones, moins bien avec d'autres. On n'a pas fait l'étape de calibrage. Enfin, c'est un projet interne quoi. Donc, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on récupère les 3 axes les 3 axes du gyroscope assez simplement. Moi, je trouve ça plus intéressant pour des installations interactives événementielles. Où là, on peut demander aux gens d'interagir peut-être seuls ou à plusieurs sur quelque chose. Donc là, c'était pour tester ça, mais je pense que... Pour l'événementiel, il y a aussi, pour les salons, il y a Leapmotion aussi qui marche bien. Aussi, où ça contrôle vraiment toute la position de la main, de tous les doigts. Et toutes ces informations, elles sont transmises via un serveur WebSocket et récupérables en JavaScript. Et c'est vraiment des informations d'un haut niveau, quoi. On a l'ensemble des articulations de la main. C'est très pratique à utiliser. C'est vrai, c'est vrai. Ah, merci. Merci. On va faire une...